Ce furent les années les plus noires d'Amérique latine. Quand en mars 1976, le général Videla prend le pouvoir en Argentine, tous les pays du cône sud sont déjà sous la coupe des militaires. Exécutions sommaires, tortures, disparus. Qu'il s'appelle Stroessner au Paraguay ou Pinochet au Chili, tous mènent une répression féroce au nom de la lutte contre le communisme. Comment en est-on arrivé là ? Bien sûr, l'ombre des États-Unis plane sur les dictatures latino-américaines, mais ce que l'on sait moins, c'est le rôle joué par la France dans leur genèse, et notamment en Argentine. L'enquête commence à Théoul, dans le sud de la France. Anciens légionnaires, parachutistes, pieds noirs ou membres de l'OAS, les nostalgiques de l'Algérie française sont réunis au grand complet. 40 ans après notre déracinement, nous avons voulu rendre un hommage particulier à tous ceux des nôtres qui sont tombés pour la défense de l'Algérie française. Cette histoire... Voici le doyen du rassemblement, le colonel Lacheroy, 96 ans, qui fut condamné à mort pour sa participation au putsch des généraux d'Alger. C'est un témoin capital, car pour comprendre l'influence des Français sur les dictatures latino-américaines, il faut remonter le fil du temps et plonger dans l'histoire des guerres coloniales. Vraiment, j'avais vécu en Algérie, j'avais vécu dans tous les pays arabes. Je ne pouvais pas admettre qu'on perde l'Algérie. Tout commence pendant la guerre d'Indochine. Nommé à la tête d'un régiment en 1951, Charles Lacheroy est fasciné par l'organisation du Viet Minh, qui tient tête aux Français, pourtant plus nombreux et mieux équipés. En arrivant en Indochine, et tout de suite, ou presque tout de suite, je suis tombé sur le livre rouge de Mao Tse-tung. Je l'ai lu de bout en bout. C'est le premier devant lequel j'ai compris que ce qu'il appelait les arrières était plus fort que la troupe et qu'il fallait soigner les arrières avant de soigner la troupe. L'ennemi que j'avais devant moi en Indochine, c'était un ennemi qui était adroit pour se servir des populations. Quand vous en arrivez à un point où vous ne pouvez pas le pisser sans que votre adversaire le sache, on n'en sort plus. C'est ainsi que naît la théorie de la guerre révolutionnaire. Pour Lacheroy, le Viet Minh est un agent du communisme international qui opère sous le masque de l'indépendantisme. Son arme, l'endoctrinement des populations. Conséquence, dans la guerre révolutionnaire, il n'y a plus de ligne de front, car l'ennemi est partout. 7 mai 1954, les Vietnamiens gagnent la bataille de Dien Bien Phu et avec elle, l'indépendance. Pour les militaires français, c'est l'humiliation. Ancien résistant, le capitaine Paul Ossarès assiste à la débâcle. La défaite de Dien Bien Phu a été un choc. Une bonne majorité de militaires français trouvaient qu'il fallait tirer des leçons de cette défaite et puis éviter qu'on ait les mêmes déboires en Algérie. C'est pendant la guerre d'Algérie que l'état-major de l'armée se rallie définitivement à la théorie de la guerre révolutionnaire, encore appelée guerre subversive. Son obsession, couper le front de libération nationale de ses arrières, c'est-à-dire de la population. Pour cela, les Français innovent. 400 000 soldats sont déployés sur l'ensemble du territoire algérien. C'est la technique du quadrillage, la première application concrète de la théorie de Lacheroy. Et puis le 7 janvier 1957, le ministre Robert Lacoste prend une décision lourde de conséquences. Il remet les pouvoirs de police au général Massu, qui commande la 10e division parachutiste. L'objectif, anéantir l'organisation politique et militaire du FLN, qui multiplie les attentats terroristes dans la capitale algérienne. Commence alors la bataille d'Alger, où les paras investissent la Casbah pour traquer les poseurs de bombes. Désormais, ils sont les seuls maîtres à bord. Leur chef, c'est le colonel Bijard, un ancien résistant qui a gagné ses galons en Indochine. Vous avez dit qu'au début, ce rôle de flic, ça vous plaisait pas trop. Oui, mes hommes non plus. Mes capitaines préféraient le djebel, le combat contre un homme qui se bat en face de vous, qui se bat bien, tant mieux, quoi. Voilà, c'est vrai, c'était plus dans notre nature que de faire un travail de flic.
On l'a fait un travail de flic rapide, quoi, à la para. Pourquoi on appelle ça une bataille? Parce que c'était une action où on devait capturer des gens armés et éventuellement les tuer. La bataille d'Alger deviendra un modèle de la guerre contre-révolutionnaire. De janvier à septembre 1957, les Français inventent ou systématisent des techniques militaires qui resteront longtemps secrètes. Il n'y a pas d'image d'archives. Seul un film de fiction italo-algérien, réalisé en 1965, permet de reconstituer les méthodes de la bataille d'Alger. Boycotté par les grands réseaux de distribution, le film a été très peu vu en France. Est-ce que vous avez vu le film La bataille d'Alger? Magnifique, magnifique. C'est proche de la vérité comme on ne peut pas mieux faire, et c'est remarquablement joué. Mathieu Philippe, guerre, Indochine et Algérie. Grade. Qui est pour vous le colonel Mathieu du film? Le colonel, et c'est Bijard. C'est une organisation à pyramide composée d'une série de sections. Chaque militant ne connaît de l'organisation entière que 3 membres maximum. Son responsable qui le choisit et ses 2 subordonnés qu'il a lui-même choisis. Nous devons procéder aux recherches nécessaires afin de reconstituer toute la pyramide pour arriver à l'état-major. La base de ce travail est le renseignement. La méthode est l'interrogatoire. Et l'interrogatoire devient une méthode lorsqu'il est conduit de façon à toujours obtenir une réponse. Vous pouvez démarrer par le colleur d'affiche, quel est ton chef? Il faut trouver le chef. Puis après, il faut remonter les filières. Alors, il y avait réunion des capitaines tous les jours à mon bureau, Chaban, Le Boudec, enfin, mes 5 commandants d'unité qui étaient là tous les jours, à 6 heures du soir. Alors, où en êtes-vous? Alors, il y avait mon destinateur qui mettait les organigrammes, où ça en était. Bien. C'est du bon travail. Là, il y a un vide, il faudrait le retrouver. Mais il n'est pas sur ma compagnie, il est sur l'autre. Alors, il a autorisé votre copain à aller le prendre. Enfin, voyez-vous, on allait où était le type. On nous a dit qu'il faut briser la capacité du FLN à commettre des attentats. Et pour ça, il faut avoir des renseignements à tout prix, à tout prix. Et pour vous, ça voulait dire éventuellement l'usage de la torture? Quelle question, y compris la torture. J'avais donné des ordres en disant, mes hommes, vous agirez à bloc. Contre les vrais poseurs de bombes, si ça vous sont les bombes, interrogez-les durement. Pas question de leur crever un œil ni d'en couper les oreilles, mais ce qu'on a appelé la gégène, quoi. Que je ne pourrais pas faire, mais mes subordonnés l'ont fait. Et je découvrais, je dis, le responsable du régiment, c'est moi. L'escadron de la mort, c'était un certain nombre de sous-officiers mis à ma disposition par Massu, dont je ne dirai jamais le nombre ni les noms pour que ça ne leur retombe pas dessus, voyez-vous. Déjà, on employait ce terme-là à l'époque, déjà pendant la bataille d'Alger? Oui, oui. Ah, ton escadron de la mort. Moi, je passais la nuit dehors. J'allais voir les colonels et les officiers de renseignement des régiments. Et qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce qui arrive? Et qu'est-ce que vous avez ramassé? On tient le type qui veut poser les bombes, ben on le secoue pour qu'il donne tous les renseignements qu'il peut donner. Et puis s'il ne peut pas tout donner, ben à force il finit. Ben celui-là on n'en sortira rien. Voilà. Donc vous faisiez disparaître? Et il disparaît. Cette technique de disparition, vous confirmez qu'elle est inaugurée là-bas pour la bataille d'Alger? Oui, oui, oui. Escadron de la mort, disparu, ces méthodes ont donc été inventées en Algérie. À l'époque, seul Paul Tedjen, le préfet de police d'Alger, avait dénoncé l'existence de disparus parmi les 24 000 prisonniers qu'il avait officiellement enregistrés.